Éric, j'ai une première curiosité. Qu'est-ce qu'un psychologue communautaire? Je suis assez ému de parler après mon voisin. Je trouvais ça assez extraordinaire à la fois ce que tu as dit et aussi comment tu l'as dit. Un psychologue communautaire, pour moi, c'est avant tout un facilitateur. C'est quelqu'un qui va considérer que le psychologue, il n'est pas là pour apporter un savoir, même pas un savoir-être, surtout pas. Peut-être éventuellement un peu de savoir-faire hein, sur comment faire communauté. Mais c'est aussi un militant. C'est aussi un militant parce que si la psychologie ne rencontre pas les causes sociales, mouvement d'action sociale, c'est ça que ça veut dire, ne rencontre pas tout ce qui nous expose à des formes d'injustice, on passe à côté de l'essentiel. Et puis c'est aussi le fait de dire que finalement, rétablir l'individu, si ça passe pas par le groupe, il manque aussi une partie très importante. Et je pense que les témoignages qui ont précédé suffisent pour le démontrer. Vous, pardon, vous parlez notamment en parlant d'injustice, du concept de bouc émissaire. Alors, ça fait 20 ans que c'est au cœur de mon travail. Hein, vraiment, voilà, de toute façon, Donc, si vous n'avez pas posé la question, j'y serais venu parce que c'est ce qui, à la fois, m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur le plan professionnel, mais en fait, c'est aussi mon histoire personnelle qui m'y a amené. Tout ce que j'ai vécu depuis tout petit, ce que mes parents ont vécu, mes grands-parents, enfin aussi loin que je peux remonter dans l'histoire connue de mes ancêtres, c'est au cœur de tout ce qui a fait parfois des choses, enfin voilà, des conséquences très graves, hein, des problématiques très graves, mais c'est aussi à partir de là qu'on a pu se reconstruire. Parce que pour rencontrer l'autre, hein, c'est pas avec sa toute-puissance et sa force qu'on le rencontre, c'est avec son impuissance, c'est avec ses fragilités, avec ses vulnérabilités. Et là, alors moi je parlais pas de méditation, mais je pense que je vais m'y mettre, hein, parce que franchement, après t'avoir écouté, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. C'est que voilà, il y a un espace de rencontre avec l'autre. Moi, je dis souvent, l'impuissance est la source de l'alliance. Donc, dans le phénomène de bouc émissaire, d'abord, ça a failli me tuer. Vraiment, sur beaucoup de singularités, y compris sur le plan psychique. Je ne m'en suis pas rendu compte hein, quand j'étais gamin, notamment sur la question du harcèlement scolaire. Je vous rappelle que c'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire et il y a un documentaire ce soir qui est assez fort sur France 2. On a une petite partie d'ailleurs du programme que j'ai créé qui va être présenté, donc c'est aussi pour ça que je vous en parle. à Et quelle dans le heure? débat face à Gabriel, c'est en prime time sur France 2, et il y a un débat ensuite face à Gabriel Attal, où il y a voilà, un de nos collègues qui va intervenir. Et donc, je ne sais plus quelle était la question, mais c'était quoi la On est question? sur le concept du bouc Voilà, du émissaire, et bouc vous avez émissaire. d'ailleurs beaucoup écrit, hein, Ouais, ouais, effectivement, il sur y a eu le sujet. pas mal de choses, effectivement. Alors, bouc émissaire, pour moi, peut-être que c'est important que je le définisse tel que Mm. moi je l'ai compris et comment je travaille dessus, puisque je pense que en co-construction avec tous les gens avec qui j'ai avancé, je me suis rendu compte que finalement, ce qui fait bouc émissaire, c'est pas tellement l'exclusion, ça c'est tard dans l'histoire, c'est la non-inclusion. Et que celui ou celle qui est ignoré, à qui on ne dit pas bonjour, qui est jamais invité, enfin bon, les exemples sont légion, il y en a 100 fois plus que ceux qu'on identifie comme étant victimes voilà, de harcèlement, de bouc émissaire, de discrimination. Et ça commence là. Ça commence là, ça commence très tôt. Et évidemment, pour être une proie, il faut déjà vérifier que le groupe ne va pas intervenir quand quelqu'un qui a des velléités perverses, j'ose le dire, va s'en prendre à quelqu'un qui est plus vulnérable. Donc, le phénomène de bouc émissaire, ça commence par la non-inclusion. Et c'est aujourd'hui le cœur de mon travail. Et aussi sur le plan personnel, c'est ce qui m'a permis, moi, de me rétablir quand j'ai compris ça, par rapport à ma propre histoire. Et puis, dernière chose, peut-être, un concept qui est absolument fondamental. Je peux citer un de nos bouquins quand même, un des derniers. Mais Ça va, j'ai le faites, droit, parce j'ai le que droit. vos livres sont passionnants, donc Alors c'est un allez-y. ouvrage collectif, hein, donc c'est vraiment. Il s'appelle Violence et justice restaurative à l'école. Évidemment, ça travaille sur la question du harcèlement, mais ça travaille aussi beaucoup sur toutes ces questions de bouc émissaire dont je viens de vous parler. Et il y a aussi un autre élément à préciser qui, moi, m'a frappé, mais qui finalement rejoint tout ce que vous avez dit, c'est que tout le monde est concerné. On parle des jeunes, il y a tant de pourcentage, mais en fait, tous les gamins sont concernés dans la mesure où ils sont témoins, et les adultes aussi, ce n'est pas les derniers. Et les adultes sont concernés à tous les niveaux. Un adulte qui est chahuté par ses classes, c'est un adulte qui est en posture de bouc émissaire. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui caractérise notre société aujourd'hui et qui traverse évidemment le monde entier depuis la nuit des temps. Et j'ai encore perdu le... Si, j'ai très envie que vous explicitiez cette notion de justice restaurative. En quoi Voilà, est-ce que c'est ça ça. Alors, consiste? ok, c'est bon. Donc, je vais raccrocher. Alors, pour parler de justice restaurative, il me manque un concept, et c'est vers ça que je voulais aller en fait. C'est qu'en fait, j'ai découvert il y a une vingtaine d'années un concept que j'ignorais, mais qui pourtant était omniprésent dans mon histoire et dans celle des groupes que j'ai pu accompagner autour de l'autosupport. C'est le concept de normopathie.
C'est-à-dire qu'on a tendance à pathologiser, à rendre malade telle ou telle personne à cause de 3 petits points. On a tendance à pathologiser les auteurs aussi, mais on ne pathologise jamais les autres, la majorité, les normaux. En fait, la normalité est une des pires maladies qui soit. Et on appelle ça la normopathie, la pathologie de la norme. Eh bien, si on veut faire de la justice restaurative dans tous les environnements collectifs, l'école en fait partie, l'hôpital en fait partie, enfin, tous les environnements collectifs de notre société, si on ne s'attaque pas à la normopathie, on aura beau réparer entre la victime et l'auteur, à mon avis, on n'aura pas rien fait. Je ne dis pas que c'est inutile, hein, mais on n'aura pas réglé le problème, si je puis dire. Donc en fait, dans la justice restaurative, ce qu'on cherche à faire, c'est de réparer la victime, certes, de réinclure l'auteur, de faire en sorte que l'auteur il puisse sortir d'une trajectoire qui, malheureusement, on le sait, peut être de pire en pire, mais aussi et surtout de mouiller les autres. Tous ceux qui ne sont pas intervenus. Tous ceux qui, pour des tas de bonnes raisons, pour des questions quelque part de confort, n'ont pas fait ce qu'il fallait, n'ont pas dit ce qu'il fallait, sans se mettre en danger eux-mêmes, de manière à faire que l'abus qui est en train de se produire sous leurs yeux, s'arrête. Donc, pour moi, la justice restaurative en milieu scolaire, hein, c'est le thème de notre bouquin, mais on peut l'étendre vraiment à tous les environnements, c'est avant tout faire changer la norme, faire évoluer la norme, et faire en sorte que, comme on le dit en victimologie, quand on est rétabli et qu'on a été victime d'abus, on en veut plus à ceux qui ne sont pas intervenus qu'aux auteurs eux-mêmes. C'est quand même incroyable ce truc-là. Et pourtant, c'est la base. Voilà, je pense que ça vous parle. Je le sens. Oui. Alors, concrètement, comment on peut intervenir? Comment est-ce que peut-être vous intervenez en groupe, en thérapie? Alors, peut-être une des punchlines, il y en a plusieurs, mais une des punchlines qui permet de commenter un peu ce que je vais dire après, c'est que ce qui a été blessé par un groupe peut et doit être réparé par une communauté. Donc, il faudrait analyser chacun de ces mots parce que finalement, voilà, cette phrase, elle n'était pas comme ça au début, elle a évolué avec le temps, mais une communauté, ce n'est pas un groupe lambda. Ce que moi, je trouve passionnant dans l'autosupport, hein, ce qui m'intéresse depuis de plusieurs décennies, et je me suis d'abord retrouvé dans des groupes d'autosupport qui me concernaient, de lesquels je me suis senti pas inclus. Il y a un truc qui ne va pas. Après, j'étais dans des groupes qui ne me concernaient pas du tout, les sourds, les personnes de petite taille, et là, je me sentais inclus. Je me dis, c'est bizarre quand même, tu te sens inclus quand tu n'es pas concerné, et tu ne te sens pas inclus quand tu es concerné. Donc là aussi, il y a la normopathie. Et là, il n'y en a pas, comment ça se fait? Et je me suis rendu compte, c'est le thème justement voilà, de ce programme dont je parlais en milieu scolaire qui s'appelle Sentinelle et référent, qu'on a décliné aussi en environnement santé mentale. Sentinelle et référent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met côte à côte, ensemble, avec les mêmes formations, les mêmes outils, c'est exactement ce que tu as dit en fait. Je me suis dit, merde, en fait, je voudrais le dire aussi bien que lui, quand on met ensemble des gens avec bonnet, sans bonnet, avec blouse, sans blouse, qu'on a des personnes concernées, des proches de personnes concernées et des professionnels, il y a un moment donné, on oublie qui est qui. Sentinelle, c'est les personnes concernées, référent, c'est ceux qui les accompagnent, mais la frontière, elle est hyper poreuse. Et si on ne travaille pas sur la porosité de cette frontière, je ne sais pas si je suis clair, on n'avance pas. Voilà, donc une des pistes de solution, elle est majoritaire à mon avis dans ce qui manque en France en particulier, parce que je dis souvent qu'il n'y a que Monaco derrière nous, hein, dans les colloques francophones, j'ai un peu honte d'être français des fois, parce que les Québécois, les Belges, les Suisses, les Luxembourgeois, ils ont tous fait ça avant nous. Nous, on le fait sur le terrain, mais je trouve qu'au niveau, alors désolé madame, au niveau des politiques publiques, on a un petit peu de retard des fois, et heureusement il y a les ARS, enfin, là je ne suis pas en train de faire, voilà, c'est que les seuls qui nous suivent sur le communautaire depuis 20 ans, les seuls, c'est les ARS. C'est les seuls. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, je ne savais même pas que vous étiez là au début. donc cette idée de pouvoir partir du principe que ceux qui sont concernés ont beaucoup à apprendre aux professionnels, qui eux-mêmes vont lâcher prise, hein, et vont se retrouver là en tant qu'être humain, et pas avec leur casquette ou leur blouse ou je ne sais quoi, c'est ça qui fait bouger les lignes. Vous avez largement le temps de développer encore. Et alors, notamment, je lisais votre attitude scientifique, hein, qui consiste à croiser justement les données scientifiques et les observations sur le terrain. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous en parler un peu plus? Elle n'est pas assez précise la question en fait. Oui, je sais. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Alors, peut-être ma première réaction, c'est que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment, alors ça bouge, hein, mais il n'y a pas suffisamment de personnes concernées dans tout ce qui va concerner le scientifique.
on reste encore, je trouve, en France avec, bon, par exemple, si on n'est pas rattaché à un laboratoire, moi je fais de la recherche de terrain depuis très longtemps, je fais de la recherche-action, elle n'est pas reconnue par les laboratoires scientifiques parce qu'il n'y a pas la bonne estampille. Et encore, moi je suis professionnel, je suis psychologue communautaire. Quid de ceux qui sont experts d'expérience? Voilà, donc c'est vrai que ça bouge, hein. Je ne dis pas que ça ne bouge pas, mais je pense que peut-être la première chose, c'est de mettre de l'horizontalité dans tout ça. Alors j'ai été récemment à... Aidez-moi, c'est Caplab, c'est ça? Non, 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 pas Cap Emploi. Ah, j'ai plus. Caplab, ça existe? Oui. C'est ça, voilà. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un endroit où ça existait. Je ne sais pas si madame peut en dire que... Ah ben non, ils n'ont pas le droit de parler, c'est vrai. Lydie va venir sur scène. Elle pourra nous dire des choses. Pour moi, ça a été une bouffée d'espoir. Donc peut-être vous pourrez mieux répondre que moi, parce qu'il y a une expérience derrière. Hein. En tout cas, moi, j'ai été pioché. Et ça aussi, c'est une caractéristique de la psychologie communautaire, c'est que le tort qu'on a, j'ai fait différentes études, hein, le tort qu'on a quand on fait des études scientifiques, c'est qu'on veut faire rentrer le réel dans un modèle théorique qu'on a appris en disant mais tu vas rentrer, mais ben, en fait c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui est génial, je trouve en tout cas en psychologie communautaire, moi c'est ce qui m'a vraiment beaucoup influencé quand j'ai découvert comment c'était pratiqué au Québec, hein, parce qu'en fait en France il n'y a pas de diplôme de psychologue communautaire, ça existe au Québec, ça n'existe pas en France, peut-être ça viendra un jour. C'est qu'en fait, le psychologue communautaire, il fait feu de tout bois. Il va non seulement chercher des éléments théoriques qui vont correspondre à ce qu'on est en train de vivre, mais même on va aller au-delà, c'est qu'on va co-construire de la théorie avec les personnes qu'on rencontre. Et moi, j'ai le souvenir d'une petite de CM1 dans un programme, donc centenaire référent en école primaire, j'expliquais un truc qui vient de Erving Goffman, donc c'est quand même un grand sociologue, et qui me dit « Eric, t'expliques mal ». Elle m'a réexpliqué Goffman, et j'explique plus du tout les choses de la même manière, et c'est pas ce que Goffman dit. Je dirais, elle en a fait à sa sauce quelque chose d'extrêmement puissant, et elle a commencé par me dire « Eric, t'expliques mal, les enfants peuvent pas comprendre, ils ont fait comme ça ». Et c'est elle qui a réexpliqué. Pour moi, c'est ça le cœur. Enfin, comme on dit dans l'éducation populaire, un savoir non partagé est un savoir stérile. C'est ça, en fait, qui, pour moi, a véritablement une valeur scientifique. Merci beaucoup, Eric.